19 h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire, c'est tout de suite. La première ministre Judith Suminwa représente la RDC à la conférence de Hambourg en Allemagne sur le développement durable. Cet événement présidé par le chancelier allemand vise à renforcer les partenariats économiques entre l'Allemagne et l'Afrique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, est arrivé à Goma ce dimanche en début d'après-midi, accueilli par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, accompagné des membres du comité provincial de sécurité ainsi que des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et puis les principales organisations syndicales des enseignants, notamment l'intersyndicale de l'éducation nationale, le CIECO et le SINECAT, ont chacune dans sa déclaration décrété le dimanche 6 octobre 2024 la fin des perturbations observées depuis pratiquement 4 semaines au sein des écoles publiques de certains coins du pays. On ouvre, la RDC prend part depuis ce lundi à la conférence de Hambourg en Allemagne sur le développement durable. C'est la première ministre Judith Suminwa qui représente les pays à ses assises. Cet événement, présidé par le chancelier allemand Olaf Scholz, rassemble plusieurs délégations de chefs d'État et de gouvernement ainsi que de hauts dignitaires de plusieurs pays. La conférence sur le développement durable vise à renforcer les partenariats économiques entre l'Allemagne et l'Afrique en mettant l'accent sur le secteur de l'énergie verte. Regardez. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit du lithium, pour produire des batteries. Donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont représentés, tant au niveau des chefs d'État que des chefs de gouvernement. Nous avons par exemple le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et il y a d'autres pays aussi de par le monde. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce dimanche 6 octobre 2024, accompagné d'une délégation gouvernementale restreinte. Il s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux familles endeuillées suite au naufrage tragique sur le lac Kivu, survenu le 3 octobre. Viningali Junior. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est arrivé le dimanche 6 septembre 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dès son atterrissage, il a été accueilli par une forte délégation à la tête de laquelle se trouve la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité. De l'aéroport, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, accompagné de sa délégation, a pris la route en direction du port de Kitutu, lieu du drame, situé dans la commune de Goma, au quartier Kieshiro. Sur place, le chef de la délégation gouvernementale et patron de la sécurité a fait les constats. En même temps, il a reçu des explications sur les vraies causes de ces énièmes naufrages sur le lac Kivu qui a causé une trentaine de morts et 58 rescapés survivants. À savoir que jusqu'à présent, le bateau MV Merdi est sous l'eau avec des corps coincés à son bord à environ 200 mètres de profondeur. L'envoyé du gouvernement souminois a, au nom du président de la République, réconforté les habitants de la ville de Goma et les familles éplorées sous les ovations frénétiques de ces derniers. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à retrouver les corps de ses compatriotes qui ont succombé à ces drames pour leur rendre les hommages dignes selon les us et coutumes de la RDC.
Et dans ce même chapitre, après le naufrage d'un bateau sur le lac Kivu le jeudi dernier, les autorités judiciaires du Nord et Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, ont ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, l'a annoncé le week-end. Ce membre de l'exécutif national s'est rendu sur place pour assister les rescapés et voir comment organiser les obsèques des victimes. Suivez. Le naufrage du jeudi dernier sur le lac Kivu n'est pas le premier du genre dans cette région, mais pour le gouverneur de la province du Sud Kivu, ça devrait être le dernier. Pour ce faire, les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de ce drame et sanctionner toutes les personnes censées agir pour éviter ce genre d'accident. Nous allons organiser maintenant un régime de sanctions. Comme vous le savez, les investigations, le procureur de la République, après le tribunal de grande instance de Bukavu et celui du Nord Kivu, ont déjà engagé des investigations pour pouvoir mettre aux arrêts tous les responsables qui sont impliqués dans cette tragédie. Pendant que les enquêtes se poursuivent, les autorités nationales et provinciales s'activent pour organiser les obsèques de la trentaine de personnes qui ont trouvé la mort dans ce naufrage. Les obsèques seront prises en charge par l'État congolais. Dans le même temps, la prise en charge des rescapés se poursuit à l'hôpital de Kieshero à Goma, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où 76 rescapés ont été admis pour les soins appropriés. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Zamounana, et les gouverneurs du Nord et Sud Kivu s'y sont rendus. Au total, durant l'étape de réception des cas, nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons 2 femmes enceintes chez qui nous avons fait des examens mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, au-delà de ces 76 cas, il y avait 6 corps sans vie. Et parmi les 6 corps sans vie, nous avons tenté de réanimer un, mais ça n'a pas pu marcher. Mais parmi les 6 corps-là, ce sont des femmes malheureuses. Pour les Congolais en général, les habitants du Nord Kivu et Sud Kivu en particulier, les enquêtes ouvertes devront réellement aboutir aux sanctions pour que le lac Kivu et les autres voies de navigation du pays cessent d'être des cimetières. Pour rappel, le naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu était survenu le jeudi 3 octobre 2024 vers 11h à environ 600 mètres du quai d'accostage du port de Kituku à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce navire provenait de Minova dans le territoire de Kalehe dans la province du Sud Kivu, d'où l'implication des autorités provinciales de ces 2 provinces dans la recherche des solutions pour les victimes de ce naufrage. Et on parle éducation dans ce journal. Lors d'une assemblée générale tenue dimanche à Kinshasa, le syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, chapeauté par la secrétaire générale Cécile Chiombo, annonce la suspension de la grève décrétée par les enseignants depuis fin août, ce après plusieurs tentatives de négociations avec le gouvernement qui a pris l'engagement de respecter leurs desiderata. La reprise des cours est prévue ce lundi 7 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Regardez. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, réuni en assemblée générale extraordinaire de restitution ce dimanche 6 octobre 2024 à son siège SUS de Doruma, quartier Matongé, commune de Kalamu, en présence de membres du comité provincial présent à Kinshasa, constate que le gouvernement de la République a reconnu que la rentrée scolaire 2024-2025 n'a pas été effective le 2 septembre 2024 et que les enseignants ont observé une grève sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à ce jour. Face à cette évidence, le gouvernement de la République s'engage dans un dialogue franc, sincère et permanent
avec les véritables syndicats des enseignants créés en main pour des solutions idoines face aux problèmes qui rongent notre sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La suppression des zones salariales, retirer les paiements de toutes les NU et tous les NB, les réajustements de l'enveloppe salariale de tous les enseignants créés en mai à la hauteur de 1 500 000 francs congolais. Le retour des enseignants à la fonction publique, les dépôts, l'adoption et promulgation de la loi sur le statut particulier des enseignants, l'octroi de la prime d'itinérance et spéciale allouée aux inspecteurs, la problématique de la retraite des enseignants par la SENSAP. On parle santé dans ce journal. Lancement le dimanche 6 octobre à Luiro, dans la zone de santé de Miti-Mourecha, au sud Kivu, de la campagne de vaccination contre la variole de singe. Miti-Mourecha est l'une des zones de santé les plus touchées par cette épidémie. Plus de 40 000 personnes vont recevoir une dose de vaccin dans de l'Union européenne. C'est le directeur de cabinet du ministre national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Romain Mouboyaï, qui a présidé cette cérémonie. Les détails dans cet élément. Plus de 47 000 personnes sont attendues à la campagne de vaccination contre la variole de singe lancée dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, 29 000 doses de vaccins sont disponibles sur les 200 000 attendues dans la province. C'est le docteur Mouboyaï Chikaya Romain, directeur de cabinet du ministre national de la Santé, qui a donné le go de cette campagne de vaccination. J'ai l'honneur et le plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba Moulanda, pour lancer officiellement la riposte vaccinale contre la Mpox dans le Sud Kivu. Cette activité est la preuve de l'engagement ferme de notre gouvernement sous la vision éclairée de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus mérités. En vue de contrôler cette épidémie qui secoue actuellement notre pays en général et la province du Sud Kivu en particulier. Le personnel soignant et les professionnels de sexe figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette vaccination. Soulagée, la première personne à être vaccinée n'a pas manqué de remercier ceux qui ont rendu cette vaccination possible. Je ne sais pas comment je vais les manifester, donc c'est un sentiment de satisfaction, car avant on craignait la maladie, mais aujourd'hui quand même, quand on connaît déjà qu'on est vacciné, on va très bien travailler. 4 zones de santé sont concernées par cette campagne, dont la zone de santé de Miti-Mourecha, qui compte à elle seule 2400 cas et 43 décès sur plus de 8000 recensés dans cette province, présentée comme l'épicentre de l'épidémie en République démocratique du Congo depuis le début de l'année. Et dans ce même chapitre, dans la province du Olomami, un groupe de vaccinateurs s'apprête à entamer une mission cruciale. Leur objectif est d'atteindre les enfants vivant dans des îlots isolés, souvent oubliés par le système de santé. Ces derniers doivent parcourir des kilomètres sur les rivières tumultueuses qui serpentent dans la région. Un voyage rendu possible par la stratégie spéciale mise en place par le ministre de la Santé et le programme de vaccination de base PEV avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates BMGF. La première étape est Kinkonja, un îlot situé à plus de 700 km et à au moins 6 heures de pirogue où les familles vivent dans des conditions précaires sans accès aux services de base ou encore à un centre de santé.
Ici, les habitants dépendent des rivières pour vivre et se déplacer. Une fois arrivés sur place, les vaccinateurs se mettent rapidement au travail en expliquant que chaque injection protège contre des maladies évitables comme la polio. La santé des parents et celle des enfants est une priorité. Au cours des 4 jours suivants, l'équipe a traversé divers îlots, naviguant sur des rivières parfois déchaînées. Leur courage et leur détermination sont évidents. Dans l'un des villages, ils rencontrent des parents qui expliquent qu'ils vivent dans la crainte d'une épidémie. Quand elle arrive, il leur faut des heures pour atteindre le centre de santé le plus proche. L'équipe a vacciné près de 300 enfants en 4 jours, mais chaque vaccin n'est pas qu'un chiffre, mais plutôt une promesse de protection. Selon le médecin responsable du programme de lutte contre la polio et de la vaccination de routine, la stratégie fluviale est essentielle pour atteindre les communautés les plus isolées de la République démocratique du Congo. Elle permet de surmonter les obstacles géographiques et logistiques qui rendent l'accès aux services de vaccination extrêmement difficile. Grâce aux financements généraux de la fondation BMGF, ils ont pu déployer des équipes de vaccinateurs dans des zones où les enfants n'ont pas eu accès aux soins de santé depuis des années. La République démocratique du Congo est en épidémie de poliomyélite depuis plusieurs années, avec des cas signalés en 2021 et 2022. Pour rappel, en 2022, la RDC a enregistré une augmentation des cas de poliomyélite, notamment dans des régions spécifiques, une maladie qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé des enfants. Chaque cas de polio représente non seulement une souffrance individuelle, mais aussi un risque pour la santé publique. En vaccinant les enfants de ces régions reculées, ces vaccinateurs brisent la chaîne de transmission et protègent les générations futures. Il a souligné également l'importance du programme élargi de vaccination, PEV, en insinuant que ce programme est essentiel pour garantir chaque enfant, où qu'il vive, ait accès aux vaccins nécessaires. Grâce à leurs efforts combinés, ils espèrent réduire de manière significative l'incidence de la polio et d'autres maladies évitables. Et on prend la page africaine à présent. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote en Tunisie, les partisans du président Kais Saïd se sont rassemblés sur les marches du théâtre de Tunis pour célébrer la victoire du président sortant, malgré les célébrations des partisans de Saïd klaxonnant dans les rues de la capitale. L'ambiance générale semblait loin de l'effervescence des 2 dernières élections présidentielles. Regardez. D'après des sondages de l'Institut Sigma diffusés sur la télévision publique, Kais Saïd a remporté 89,2% de voix au premier tour, dévançant largement ses concurrents Ayachi Zamel et Zouer Magzaoui. Je suis venu ici après avoir entendu les résultats à la télévision publique. Je suis heureux pour Kais Saïd. J'espère qu'il travaillera en faveur de la Tunisie durant les 5 prochaines années. La Tunisie est un beau pays, un pays béni. Kais Saïd a obtenu 89% des voix. Au moment de la clôture de bureaux de vote, seuls 2,7 millions d'électeurs, soit 27,7% du corps électoral, avaient voté, un chiffre bien inférieur aux 49% de participation du premier tour de la présidentielle de 2019. Nous en avions assez du régime qui existait avant Kais Saïd. Nous voulons un leader qui veut travailler pour la Tunisie. Ce pays était sur le point de tomber en ruine. Nous sommes très heureux. Je suis venu ici avec mes enfants pour faire la fête avec les Tunisiens. Le premier mandat de Kais Saïd a été tumultueux, marqué par une crise économique, la suspension du Parlement et une révision constitutionnelle renforçant ses pouvoirs, mais ses partisans restent convaincus de sa capacité à réaliser son projet de bâtir une nouvelle Tunisie. Et on termine avec le sport. Un mois après leur victoire contre les Walia d'Éthiopie, les Léopards seniors de la RDC se retrouvent ce dimanche 6 octobre à Kinshasa pour débuter leur préparation des matchs des 3e et 4e journées et des éliminatoires de la CAN Maroc, voulais-je dire 2025, contre la Tanzanie pour le compte du groupe H. Regardez. Et le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin. Ces matchs vont permettre à l'honneur 2 têtes qui font leur retour. Il s'agit de William Balikwisha, une année après
et de Silas Katompa 10 mois après. Les joueurs convoqués par le manager sélectionneur Sébastien Desabre auront leur première séance d'entraînement de Léopard Senior prévue le lundi 7 octobre au Stade des Martyrs. La rencontre entre les Congolais et les Tanzaniens aura lieu le jeudi 10 octobre à 17 h au Stade des Martyrs à Kinshasa. Ils se retrouveront à nouveau le mardi 15 du même mois à 16 h au Stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. Pour valider leur billet pour la CAN 2025 au Maroc, la République démocratique du Congo aura besoin d'une victoire et d'un match nul contre la Tanzanie. Avec 6 points, elle est en tête d'une groupe H après 2 journées marquées par ses 2 victoires contre la Guinée 1-0 et l'Éthiopie 2-0. La Tanzanie a 4 points, suivie par l'Éthiopie 1 point et la Guinée 0 point. Ci-dessous la liste de léopards sélectionnés: Dimitri Berthaud, Timothée Brice Fayoulou, Lionel Passy, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Enoch Inonga, Dylan Batubisika, Peter Kioso, Gédéon Kaloulou, Roki Bouchiri, Nathanaël Mboukou, William Balukwisha, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Edo Kayembe, Gaël Kakuta, Théo Bongonda, Shadrach Akolo, Meshakelia, Noah Sadiki, Samuel Essende, Silas Kantompa, Fiston Maïlé et puis Simone Banza. À présent, place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka représente la RDC à la conférence de Hambourg en Allemagne sur le développement durable. Cet événement présidé par le chancelier allemand vise à renforcer les partenariats économiques entre l'Allemagne et l'Afrique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, est arrivé à Goma ce dimanche en début d'après-midi, accueilli par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, accompagné des membres du comité provincial de sécurité ainsi que des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et puis les principales organisations syndicales des enseignants, notamment l'intersyndicale de l'éducation nationale, le CIECO et le SINECAT, ont chacune dans sa déclaration décrété le dimanche 6 octobre 2024 la fin des perturbations observées depuis pratiquement 4 semaines au sein des écoles publiques de certains coins du pays. Et voilà, ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.